leadership, engagement, responsabilité, intégrité. Mokoloto mona asengeli atosa, otobengana ba anti-valeur. Merci honorable Alexis Moutanda. 30 juin 1960, 30 juin 2021, la République démocratique du Congo totalise 61 ans de son indépendance. Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur ce grand plateau spécial que nous ouvrons à l'occasion. Nous recevons pour vous le président de l'association des amis d'Alexis Moutanda, Adam en sigle. Il s'appelle lui-même Alexis Moutanda Ngoïmona. Bonsoir président. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire à la jeunesse qui est en train de suivre cette émission, vous êtes en train de partager l'histoire, vous avez vécu tous ces moments-là, mais aujourd'hui pour le jeune qui est en train de suivre, dire, parce que nous avons 61 ans d'indépendance, c'est quoi les responsabilités pour eux aujourd'hui pour atteindre effectivement le développement que nous attendons tous? Oui, merci pour la question. Bon, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord faire un peu l'analyse, très facile à faire, d'où nous venons, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que nous avons vécu. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Et où, comment, si nous continuons à l'allure actuelle, où est-ce que nous serons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Alors, lorsqu'on part, évidemment, ça c'est d'abord le premier point, c'est-à-dire faire le point de la situation. À prendre conscience de la réalité des choses. Et puis, deuxièmement, il faudrait que quand même que chacun d'entre nous se dise « Je suis là, qui suis-je? Je suis congolais. » Être congolais, c'est une responsabilité. Parce que le pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, c'est un pays qui m'appartient. C'est mon patrimoine, c'est mon héritage. Et chacun de nous est propriétaire de ce pays-là et de toutes ses richesses. Et lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes propriétaire d'un pays, vous avez un patrimoine, vous avez un héritage, il est de votre responsabilité, non pas la responsabilité de votre voisin, mais de votre responsabilité d'abord propre, de vous dire que c'est mon patrimoine, c'est mon héritage. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Puisque ça ne marche pas, qu'est-ce que moi je peux faire, etc. Donc ça, c'est déjà une responsabilité individuelle. Et la responsabilité collective, c'est lorsque nous sommes à 10, nous sommes à 20, nous sommes à 30, et que nous avons acquis cette responsabilité individuelle, nous nous demandons, mais puisque c'est notre pays, puisque ça nous appartient, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce pays? Alors, en ce moment-là, vous n'allez pas passer votre temps à dire, bon, le voisin, qu'est-ce qu'il fait, le président, qu'est-ce qu'il fait, le ministre, qu'est-ce qu'il fait. D'abord, nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et alors, lorsqu'on se pose cette question, qu'on arrive à cette conclusion, en ce moment-là, on devient de véritables leaders, c'est-à-dire qu'on se dit, puisque ça marche mal dans notre pays, etc., faisons quelque chose pour que nous ne puissions pas continuer indéfiniment dans cette honte. Parce que c'est une honte, la situation que nous vivons actuellement. Un pays scandaleusement riche et nous vivons pauvres comme des pauvres machins, tout ça. Nous mangeons n'importe quoi alors que nous avons des forêts, nous avons des rivières, nous avons des lacs, etc. Nous avons un budget de 4 milliards, etc. Alors que nous avons des minéraux d'or, des minéraux de cuivre, des minéraux de ceci. Et nous avons même du coltan, nous avons du cobalt, nous avons, etc. On a du gaz méthane, on a du pétrole, etc. Mais qu'est-ce que nous devenons? Pourquoi nous en sommes là? Or, tout ça nous appartient. Qu'est-ce que nous pouvons, nous les propriétaires, etc. Alors, à un moment donné, lorsqu'on est à 50, à 100, à 200, etc., mais qu'est-ce que vous allez trouver lorsque les 100 millions de Congolais vont penser la même chose? En ce moment-là, ce pays va décoller. Et alors, les leaders qui peuvent sortir parmi nous, qui peuvent sortir parmi les gens à venir, etc., ils comprendront qu'ils ont une vision, ils ont des objectifs à atteindre et que pour le faire, ils doivent drainer toute la population avec eux. Et alors, en ce moment-là,
unis par le sort, ça veut dire que nous sommes unis maintenant par un objectif commun. Et lorsque un bonhomme arrive et qu'il veut nous amener, je ne sais pas moi, où il veut prendre 1 km² de notre terre, on lui dira, monsieur, stop. Lorsque quelqu'un viendra du dehors, il va s'amuser avec nos minéraux quelque part, etc., on va lui dire, stop, nous ne sommes pas d'accord. Et alors, en ce moment-là, on comprendra qu'effectivement, on a un pays qui se respecte. Et ce que j'ai dit là, vous le trouverez dans d'autres pays. C'est pour cela qu'ils avancent. Mais lorsque vous avez une société de défiance, où vos voisins, vous pensez ceci, le voisin pense autre chose, etc., tout simplement parce qu'il doit terminer son immeuble à 3 étages quelque part, alors en ce moment-là, bien sûr, on a des problèmes très sérieux. Et c'est comme ça que notre jeunesse devra, disons, apprendre à acquérir cette conscience nationale, cette conscience, disons, d'appartenir à un peuple, à un pays, et puis d'appartenir. Et tout cela, bien sûr, c'est pour tout le monde, que ce soit vous êtes du sexe masculin ou féminin, vous êtes jeune ou vieux, que vous soyez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, etc. Même si vous sortez, vous êtes un esquimau, ou plutôt un pygmée qui vient de, je ne sais pas, mais même ces pygmées-là, il est congolais comme tout le monde. Ah oui. Il sort de la forêt, bien sûr, c'est tout simplement les circonstances de sa naissance, parce que personne n'a choisi de naître à Kinshasa ou de naître... S'il y a un pygmée qui est né dans une forêt quelque part, donc tout cela, voyez-vous, ça fait un ensemble de cette prise de conscience et de passer à l'action le moment venu et de parce que en ce moment-là, on devient également un souverain primaire conscient et responsable. Hein? Souverain primaire primaire qui a une triple responsabilité. Parce que la première responsabilité, c'est d'abord choisir le mandataire, hein, disons compétent. Et une fois qu'on a choisi des mandataires, on les envoie en mission. Maintenant, on vérifie, c'est le travail qu'ils sont en train de faire, parce que ça aussi, c'est le contrôle. Et puis, à la fin, on sanctionne les résultats. Alors, en ce moment-là, on va jouer réellement son vrai rôle, si vous voulez, de souverain primaire. Vous voyez, le décor, il est planté. C'est les membres de cette association, les amis d'Alexis Mutanda, qui vont aussi intervenir par rapport à ce sujet qui est si important parce que ça parle de l'historique de notre indépendance. Si nous avons créé cette association, un peu c'est dans ce sens-là, hein, disons ce sens de leadership, hein, parce que nous estimons que le jour où on aura un véritable leadership dans ce pays, c'est-à-dire avoir des Congolais conscients, des Congolais responsables, des Congolais engagés, et des personnes qui vont travailler dans l'intégrité, etc., eh bien, nous pouvons être sûrs que nous pouvons sortir de cette médiocrité dans laquelle on se trouve. Raison pour laquelle on a toute cette association. Une toute première question au président par rapport à ce qu'il a évoqué à l'indépendance de la République démocratique du Congo qui totalise aujourd'hui 61 ans. Il dit que nous sommes en train de reculer, on tourne en rond. C'est à qui la faute finalement si aujourd'hui le pays est en train de tourner en rond? Parce qu'avec l'indépendance, qu'est-ce qui est arrivé? Le 30 juin 1960, les Congolais qui avaient combattu pour la liberté, pour l'indépendance nationale, eh bien, on est passé effectivement officiellement à déclarer la République démocratique du Congo un pays indépendant. Indépendance, ça veut dire, ça entraîne évidemment beaucoup de choses. Et une des choses, disons, les plus importantes, c'est que la direction du pays, la gouvernance du pays, puis tout ce qui concerne, si vous voulez, l'avenir du pays, se trouve entre les mains des enfants, c'est-à-dire des fils et des filles de ce pays. C'est-à-dire que les autochtones, le peuple congolais, qui était colonisé, qui était sous la domination de celui-là ou de celui-là,
avait décidé, si vous voulez, de prendre la direction de son destin en main. Et donc, depuis 60 ans, ce sont les fils et les filles de ce pays qui ont pris la direction du pays. Et alors, s'il y a un débâcle, s'il y a des déluges, s'il y a des catastrophes nationales, eh bien, il faut tourner les yeux évidemment vers les Congolais eux-mêmes, parce que depuis 60 ans, c'est eux-mêmes qui sont au gouvernail, ce sont eux qui sont à la direction du pays. Bien sûr, on peut toujours parler des influences de tel et tel, etc. Mais les influences, lorsqu'on parle des influences, c'est-à-dire qu'on influence quelqu'un qui est responsable, qui est le général, qui est le patron, qui est le guide et celui qui est, si vous voulez, au centre de l'action. Alors, si cet homme qui est au centre de l'action se laisse endormir ou se laisse, disons, manipuler par... c'est aussi la faute des manipulateurs, mais la faute principale incombe sur, disons, la personne qui a la responsabilité du pays. Et donc, d'une manière générale, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont responsables de la situation catastrophique dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas promené seul parce que vous êtes président d'une grande association qui est les Amis d'Alexis Moutanda. Vous êtes accompagné de vos membres. Nous invitons d'abord Monsieur José Mbenza qui a une préoccupation toujours en rapport avec le 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je me prénomme monsieur José Mbenza. Monsieur le Président, j'aimerais vous poser la question, 61 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables de créer un État fort, prospère, qui s'affirme en Afrique et dans le monde? Voici ma question, monsieur le Président. Oui, merci pour cette question-là. Mais je pourrais tout simplement vous répondre en vous disant que il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le problème de leadership est au centre du développement. Lorsqu'on n'a pas un bon leadership, et le leadership suppose évidemment beaucoup de choses. On peut avoir des collaborateurs, on peut avoir, disons, un environnement, mais celui qui est au centre de l'action, c'est le leader ou les leaders. Et lorsque vous avez des leaders, un leadership véritable entraîne beaucoup de critères, beaucoup de choses. Le leadership suppose qu'il y a d'abord un meneur. Et le meneur, s'il veut arriver, évidemment, qu'il se fixe une vision, ou plutôt qu'il se fixe un objectif, qu'il se fixe des objectifs. Et pour arriver à ces objectifs, il doit nécessairement travailler avec des collaborateurs qui comprennent très bien, qui intériorisent, si vous voulez, sa vision et qui comprennent très bien les objectifs. Et avec ces collaborateurs, on chemine ensemble vers... Et on ne peut pas cheminer comme cela s'il n'y a pas de motivation. Il faut que le leader et les collaborateurs puissent avoir une motivation. Il faut qu'ils puissent avoir un certain degré d'engagement. Et il faut que ce soit également des personnes responsables. Et tous ces éléments, évidemment, ça entraîne beaucoup de choses. Lorsque vous avez des collaborateurs avec une vision et des objectifs clairs et qu'on n'a pas de motivation, eh bien, on ne peut pas avancer. Et lorsque vous avez des collaborateurs qui n'ont pas un minimum d'engagement, parce que ce n'est pas diriger un pays, ce n'est pas une promenade de santé. Il y aura des obstacles, il y aura même disons, des actions, des réactions, si vous voulez, aux actions que vous posez, de telle manière que l'équipe qui dirige doit comprendre que nous devons aboutir à ces objectifs, qu'il y a tel et tel obstacle, et de quelle manière nous pouvons traverser. Donc ça suppose un certain degré de responsabilité, un certain degré d'engagement, un certain degré
disons, de solidarité, d'action. Parce que si vous manquez évidemment tous ces critères, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Alors, lorsque on applique ce principe aux réalités de notre pays, je crois que vous pouvez partir de 60 jusqu'à l'heure actuelle, et vous avez vu que dans la première partie de notre histoire, vous avez d'abord le premier régime, c'est-à-dire tous ces politiciens qui avaient lutté et combattu pour acquérir l'indépendance, avec le premier président que nous connaissons tous, Joseph Kasavubu. Eh bien, autour de Joseph Kasavubu, vous avez eu un premier ministre Lumumba, vous avez eu tout un général qui s'est appelé Mobutu, etc. De telle manière que tout ce monde-là constituait, si vous voulez, les responsables numéro un, disons, du pays à cette époque-là. Alors, vous pouvez analyser évidemment les actions de tous ces acteurs politiques, de tous ces acteurs, etc. Et de quelle manière il y a eu, si vous voulez, des divergences qui n'avaient pratiquement pas, qui n'étaient pas insolubles, qu'on pouvait très bien résoudre. Tout simplement parce qu'on était dans une société de défiance où tout le monde se méfiait de tout le monde et chacun avait des ambitions qui pouvaient l'amener n'importe où, de telle manière que l'action commune et le cheminement vers les objectifs n'a pas pu aboutir. Et jusqu'au moment où on est arrivé à quelqu'un qui a pensé que lui, il pouvait redresser la situation, et c'était le général Mobutu qui a pris le pouvoir. Et ce monsieur, évidemment, il a dirigé le pays pendant 32 ans. Et lui aussi, bien sûr, il s'est entouré, mais sauf que sa vision, disons, de l'avenir du pays, ses objectifs, etc., étaient tellement divers, tellement diversifiés, puis les moyens utilisés et les collaborateurs qu'il a pris autour de lui et tout cela. Et vous avez vu qu'après 32 ans de régime, eh bien, on a abouti à ce qu'on a abouti, c'est-à-dire à un débâcle tout à fait total. Et alors, après lui, bien sûr, il y a eu un autre régime également qui venait avec beaucoup de slogans, parce que ceux qui étaient là avaient mal dirigé, patati et patata, et eux, ils venaient pour... Et alors, on a vu évidemment l'AFDL prendre la reine, ou plutôt les reines du pays. Et encore une fois, vous avez eu ce problème de leadership. Et encore une fois, on est tombé dans cette société de défiance qui a fait que un groupe se trouvait à droite, l'autre à gauche. Il n'y avait pas une vision commune, il n'y avait pas des objectifs. Et puis, les animateurs principaux du régime n'étaient pas solidaires entre eux, de telle manière qu'il y a eu des tiraillements à gauche, à droite. Jusqu'au moment où Laurent Kabila a disparu pour laisser les choses à M. Kabila fils. Et lui aussi, bien sûr, il a fait les choses de sa manière. Et on a commencé avec le dialogue d'Afrique du Sud, et puis on est venu avec toutes ces choses-là. Et puis vous comprenez qu'au cours de notre histoire, eh bien, combien de dialogues on n'a pas connus. Ouais. Il y a eu le dialogue, d'abord le premier c'est le dialogue de Bruxelles, ouais. C'était pour avoir l'indépendance, et puis il y a eu la conférence nationale, et puis ensuite il y a eu le dialogue d'Afrique du Sud. Et encore une fois, on cherchait, si vous voulez, d'arriver à cette fameuse société de confiance où les gens pouvaient arriver aux mêmes objectifs, avoir la même vision, etc. Ouais. Et encore une fois, on est tombé dans cette société de défiance. Parce que les Congolais sont, on dirait, ils sont faits pour être dans la défiance, c'est-à-dire on se méfie, X se méfie à Y, Y à Z, et ainsi de suite. Et puis, alors on finit par tourner en rond, chacun a ses objectifs. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez? Et la victime dans tout cela, bien sûr, c'est le fameux souverain primaire qui est supposé être souverain primaire. La population. Lequel souverain primaire ne comprend pas non plus quelles sont disons, ses responsabilités dans cette histoire. Parce que le souverain primaire lui-même, celui du Nord est opposé à celui du Sud, de l'Est à l'Ouest, etc. Et puis c'est le mélo-mélo. Et encore une fois, on arrive
à cette société de défiance où celui-là il parle le Chiluba, l'autre le Swahili, l'autre le Kikongo, et bien moi c'est le Lingala, etc. Oui. Et pourtant, dans notre hymne national, on ne cesse de dire debout Congolais, que nous sommes unis par le sort. On oublie un peu tous ces efforts qu'on fait pour s'unir et cheminer ensemble, et on retombe toujours dans cette société de défiance où chacun tire, disons, les draps de son côté. Et quel est le résultat final? C'est que le fameux souverain primaire, qui est supposé être le souverain de tout le monde, eh bien, finit par être évidemment la victime, tout indiqué, hein, disons, des résultats de ces défiances. Voilà. Alors vous comprenez que on est dans la merde, hein, on est dans la merde 60 ans après. Hein. C'est fort, hein. Le souverain primaire devenu la victime, ça c'est très 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 dangereux, c'est les propos du président. Et juste là, parce que vous avez parlé de l'historique depuis Joseph Kasavubu jusqu'à Joseph Kabila, nous voulons ici voir avec vous cette vidéo qui présente tous les discours sur l'indépendance depuis Joseph Kasavubu jusqu'à Félix Antoine Tshisekedi, le président en fonction. On va se retrouver juste après ça pour un petit commentaire. Monsieur le Président, Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres les ethnies qui, jadis ennemies, s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. Nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire, sans lesquels un État moderne n'est pas viable. Les agents belges sont prêts à vous apporter une collaboration loyale. Cette recherche ainsi que la mise en place de matériaux destinés à notre unité nationale doit devenir la préoccupation dominante de tous. Aucun habitant de ce pays ne peut se refuser de participer à cette œuvre capitale. Nous serons pour cela, dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes, qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui y œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts
de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Nous ne le décevrons pas. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Depuis quelques années, les efforts et le progrès réalisés dans le domaine de la paix sont constants et perceptibles. Malgré quelques incidents malheureux ci et là, et que d'ailleurs nous nous employons à éradiquer, la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national grâce au sacrifice de nos forces armées, de la police nationale congolaise, de la sécurité. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, notre pratique de la politique a eu pour principal effet de diluer l'efficacité, de diluer les responsabilités et au final de desservir au lieu de servir. La lutte contre l'impunité, contre la corruption et les antivaleurs constitue les éléments centraux de ma stratégie, sans lesquels tout réel espoir de changement est impossible. Mais dès lors que nous avons en toute conscience choisi de privilégier la réconciliation nationale pour mieux construire l'avenir et préserver la paix, la lutte contre l'impunité ne doit en aucun cas se transformer en vengeance ni en chasse aux sorcières. De même, aucune réconciliation crédible ne peut être envisagée si nous continuons avec les pratiques anciennes de la corruption, de la ruse et du crime.
l'engagement que j'ai pris devant vous, devant ma conscience et devant Dieu, c'est de donner la chance à tous les Congolais, en toute liberté et en toute quiétude, mais sur de nouvelles bases morales. En aucun cas, cet engagement ne peut signifier la poursuite de l'impunité. M'inspirant des Saintes Écritures, mon objectif n'est pas de voir les méchants périr, mais plutôt qu'ils changent, qu'ils soient sauvés et que le pays tout entier s'en réjouisse. À défaut, ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Voilà, nous avons suivi avec vous, Président, tous les discours des chefs d'État qui sont passés en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire la synthèse? Ce que vous comprenez de tous ces discours, est-ce que ça a un impact au souverain primaire, comme vous l'avez dit avant? Oui, bien sûr, lorsqu'on entend, on regarde, on voit tous ces discours, évidemment, ce sont des discours très riches en enseignement, très riches en espoir, très riches dans la description, si vous voulez, des réalités de notre pays. Et encore une fois, vous savez, les discours, ce sont des discours. Hein? Lorsqu'on regarde, par exemple, le discours, ou plutôt de M. Mobutu, et spécialement celui de Lumumba, spécialement le 30 juin. Mais je compare souvent ce discours à celui que le combattant de racisme en Afrique du Sud, Martin Luther King. Eh ben, lorsqu'il parlait devant la foule après une longue marche à Washington et tout ça, eh ben, ce monsieur a fini par dire je rêve, donc disons, j'ai eu un rêve. Oui. Eh bien, il a eu le rêve de quoi? Hein, de petits noirs américains quelque part. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on compare un peu ce discours à celui-là parce que chaque Congolais a ce rêve. Donc j'ai eu un rêve. Le rêve de quoi? Le rêve de voir mon pays décoller et puis profiter des grandes richesses qui se trouvent disons, dans ce pays. Je rêve de quoi? Eh bien, je rêve d'un jour où tous les Congolais, les 100 millions ou les 150 millions de Congolais, hein, disons, se mettent ensemble pour cheminer vers la grandeur et vers la prospérité. Eh bien, on rêve, je rêve à quoi? Eh bien, je rêve à voir cette jeunesse congolaise, hein, qui est l'espoir du pays, eh bien, répondre aux vœux, hein, que nous voulons, c'est-à-dire un bon enseignement, une bonne formation, et puis un bon engagement, un bon sentiment de patriotisme pour voler évidemment vers les sommets. Je rêve de quoi? Eh bien, je rêve de voir évidemment ce fleuve Congo qui nous draine tout le pays avec ses affluents, avec sa forêt, avec tout ceci. Hein, disons, voler ensemble vers la prospérité, vers le bien-être de cette population. Je rêve à quoi? Eh bien, je rêve à avoir un état de droit dans mon pays qui est déjà démocratisé, qui vole vers un état de droit où la justice, etc. Je rêve. Eh bien, c'est le rêve de tous les Congolais. Eh bien, c'est le discours que Lumumba a prononcé en 60, parce que lui aussi, il avait une certaine vision de ce pays, etc. Et lorsque Mobutu est arrivé, lui aussi, il avait des rêves, parce qu'il y a beaucoup de discours, évidemment, qu'il a prononcés, hein, dans ce sens de rêver. Mais comme il était au gouvernail, on a dit, bon, il a rêvé, maintenant il va réaliser. Mais entre le rêve et la réalisation, eh ben, c'était autre chose. Alors, arrive AFDL, évidemment, avec des beaux rêves, etc. Et puis après, on a constaté les actes de composer par rapport aux choses. On a abouti à un dialogue congolais qui arrive, et puis les résultats du dialogue, avec la formule 1+4, et puis tout ça, ça a terminé, évidemment, par des élections de 2006 qui n'avaient même pas de... Et puis, on a cheminé jusqu'à l'heure actuelle. Donc, vous voyez que... les discours des chefs d'État, évidemment, ce sont toujours des discours un peu, je dirais quoi,
disons, très prometteur, parce qu'il y a beaucoup de promesses et beaucoup d'espoir, mais lorsqu'on passe à la réalité des choses, parce que ce sont eux qui doivent rêver et puis réaliser. Mais entre les rêves et la réalisation, eh ben, je peux vous assurer qu'il y a des siècles de distance. Merci. On va prendre le deuxième intervenant, Fred. Oui, le deuxième intervenant, il va poser une question sur la gestion du pays dans le domaine de l'éducation. Ouais. C'est M. Jean-Pierre Bongao. C'est M. Jean-Pierre Bongao du Kéké. Monsieur le Président, vous venez d'affirmer tout à l'heure que le débâcle de notre pays a comme responsable le Congolais. Mais pourquoi les Congolais que nous sommes n'ont pas relevé les défis de la gestion du pays dans le domaine de l'éducation, de la santé, du travail, des richesses, du sol et du sous-sol, pourtant considérés comme le socle du développement après l'indépendance? Et je renchéris pour vous poser aussi une petite sous-question. C'est celle de savoir pourquoi pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire sur les quelques performances enregistrées dans ces domaines précités avant l'indépendance? Ça, c'est une question évidemment qui réveille, si vous voulez, des souvenirs, des grands souvenirs. Oui. Si nous prenons, mettons, puisque vous avez cité le domaine de l'éducation et de l'enseignement, parce que ça concerne nos enfants, ça concerne les jeunes, et ce sont les jeunes, évidemment, qui auront la responsabilité du pays demain et après-demain. Oui. Alors, lorsqu'on regarde un peu le cheminement dans ce domaine-là, depuis 60 jusqu'à l'heure actuelle, eh ben, je peux vous dire qu'on ne se retrouve plus. Il y en a qui vont dire, oh, ça c'est la vieille école. Ok, la vieille école, est-ce qu'elle était mauvaise, elle était bonne? Ça, chacun peut tirer sa conclusion. Mais toujours est-il que du temps colonial, eh ben, on a vu, je suis sorti de l'université Lovanium, c'est-à-dire, disons, des campus. Ouais. Eh ben, à l'époque de cette université, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on terminait sa licence, lorsqu'on terminait son degré de, enfin, disons sa médecine, lorsqu'on terminait son degré d'ingénieur, etc., eh ben, on pouvait se balader à travers le monde. Avec ce diplôme, on pouvait aller dans n'importe quelle université aux États-Unis, en France, etc. Et ce diplôme pouvait vous ouvrir des portes et n'importe où. Et tout simplement parce que ce diplôme avait la valeur, si vous voulez. Et puis, je me rappelle également qu'à cette époque, puisque les Belges n'avaient pas tellement confiance, si vous voulez, dans les capacités des Noirs à faire des études universitaires, eh ben, lorsqu'à la fin de l'année, on faisait les examens, ben, il y avait des examinateurs qui venaient, disons, de Louvain, qui venaient de Bruxelles, etc., qui se mélangeaient aux professeurs ici et qui posaient des questions pour voir de quelle manière l'étudiant se débrouillait pour évaluer, et puis ainsi de suite. Alors, il y avait tous ces programmes de latin, de gréco-latin, etc., et lorsqu'on terminait des humanités gréco-latines, comme moi je l'ai fait, ben, je ne le dis pas pour vous... c'est ce que vous avez fait. Mais disons, à l'époque, lorsqu'on terminait des humanités gréco-latines, on arrivait à l'université, on pouvait aller dans n'importe quelle faculté sans aucune condition. Tout simplement parce que on estimait que la formation qu'on avait pouvait vous ouvrir évidemment toutes les portes. Alors tout ceci, évidemment, donc vous voyez que le niveau universitaire répondait, ou plutôt prenait la relève du secondaire, parce que le secondaire était solide, donc l'université prenait de les choses. Alors, on a constaté évidemment que petit à petit, avec le temps, avec les années, aujourd'hui, je peux vous assurer que ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est tout simplement une véritable débâcle en ce qui concerne l'enseignement. Et même à l'époque, les bourses d'études,
était, disons, disponible pour tout étudiant qui est entré à l'université. Aujourd'hui, je ne sais pas si le système... Parce qu'aujourd'hui, je connais des jeunes gens qui terminent la médecine et qui vont au Canada, aux États-Unis ou même en France, en Belgique. Eh bien, le diplôme n'est pas du tout reconnu. Si vous voulez exercer comme médecin, vous êtes obligé de recommencer l'école, etc. Ce qui veut dire que... Donc tout cela, vous savez, ça ne donne pas, ça démontre très bien de quelle manière nous avons régressé en ce qui concerne. Or, les universités aujourd'hui, eh ben, ça pousse comme des champignons. Hein, tout celui qui a un peu de moyens, eh ben, il construit son université. Et qui il met à la tête de cet institut là-bas, eh ben, son petit-neveu ou son petit cousin ou son oncle, etc. Pourvu que... Donc tout cela, vous savez, ça ne laisse... Alors dans le domaine de la santé, on ne peut pas dire que c'est très brillant non plus. Nous avons évidemment certaines institutions hospitalières qui valent la peine, mais je peux vous assurer qu'avant l'indépendance, même les gens d'Afrique du Sud venaient se faire soigner dans nos hôpitaux, au Katanga et même à Léopoldville. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est nous qui devons aller là-bas pour nous faire soigner. Alors, dans quel domaine encore? Le travail, par exemple? Le domaine du travail. Ben, sur le plan du travail, je me rappelle qu'à l'époque, les fonctionnaires, ou plutôt, les agents de la fonction publique, qui n'étaient pas des grands universitaires, on les appelait d'ailleurs des commis ou des clercs ou des gens comme cela. Mais ces gens recevaient leur salaire mensuel à la date bien précise. Et lorsqu'il avait besoin d'acheter son vélo, eh ben, il pouvait demander un crédit, acheter son vélo à crédit. Et il y en a même qui construisaient des maisons à crédit, etc. Alors aujourd'hui, 60 ans après, je ne sais pas combien de fonctionnaires ont la possibilité d'aller à la banque et de demander un crédit pour une maison. On ne peut pas dire que dans ce domaine-là, on a beaucoup progressé. Au contraire, c'est une régression totale. Parce que, vous savez, les crédits bancaires, c'est ça qui fait vivre toutes les sociétés de développement. Lorsqu'on a un système bancaire ou un système économique où la population ne peut pas se permettre ces possibilités, il ne faut pas dire qu'on est très avancé. Parce que tout le monde vit des crédits bancaires. Alors, si on n'a pas ce genre de choses, eh ben, je peux vous assurer que ça bloque beaucoup les initiatives. Et il y a même, à l'heure actuelle, des pays, certains pays que l'on connaît du côté qu'on appelle industrialisé, où les étudiants peuvent, par exemple, prendre un crédit pour faire ses études. Et alors, il termine les études, il commence à travailler, il commence à rembourser les crédits qu'il avait pris. Et ça permet évidemment aux enfants qui n'ont pas, disons, des soutiens familiaux, hein, de faire quand même des études sérieuses. Donc, ce sont des systèmes à développement, des systèmes à confiance, où on permet à tout le monde, évidemment, d'utiliser, si vous voulez, les possibilités économique que présente la société pour aller de l'avant. Et on ne peut pas dire que dans notre pays, on peut être fier de cela. Pas du tout. Pas du tout. On va prendre maintenant Spark Mayele. Lui, c'est sur une préoccupation sur la gouvernance économique. Merci pour la parole accordée. Je suis Dr Graspark Mayele, un membre dans cette grande école qui est l'Association des Amis d'Alexis Mutanda. Je vous dis merci parce que quand nous étions si jeunes à l'école, nous n'avons pas appris cette histoire comme vous êtes en train de nous la dire tout à l'heure. Un baobab vivant, grâce à vous aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre sur les faits historiques qui ont marqué l'indépendance du pays. Alors ma question cadre avec la gouvernance économique. Alors pendant votre propos, j'ai entendu le nom de M. Mobutu, notre ancien président, qui à l'époque avait donc préconisé la zaïanisation. Alors 61 ans après, les autochtones ont pris la gestion de la chose publique, les autochtones ont pris en charge les entreprises qui jadis étaient gérées par les expatriés. 61 ans après, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire quel est réellement l'apport des
la gestion de la chose publique, la gestion des entreprises gérées jadis par les expatriés qui ont été prises par les autochtones. Quel est le rapport dans la responsabilisation après cette prise de la chose publique? Merci. Oui, disons que ces sociétés n'appartenaient pas aux expatriés, c'était tout simplement que c'était des sociétés qui étaient gérées par les Belges, parce qu'en fait de compte, ce sont eux qui... Bon, à l'époque, qu'est-ce qu'on peut dire en 60? Quelles sont les grandes entreprises Bon, on peut parler de l'Union minière du Haut-Katanga, on peut parler de la minière de Bakwanga qui était devenue la MIBA, on peut parler de Kilomoto, on peut parler de l'Otraco à l'époque, on peut parler des forces du Bas-Congo ou des forces de l'Est, etc. Toutes ces sociétés, il est tout à fait évident que, étant indépendants et ayant acquis l'indépendance nationale, il est tout à fait évident que, et je crois qu'à ce point de vue, le régime de Mobutu, et spécialement le président Mobutu, il avait fait un grand effort, effectivement. Vous avez parlé de zaïrianisation. C'est ainsi que l'Union minière du Haut-Katanga, qui était une société à intérêt belge, disons principalement, eh ben, il l'avait zaïrianisée, elle était devenue la Gécamine. Alors, elle était devenue la Gécamine, l'Amiba, la minière de Bakwanga, était devenue l'Amiba. Et puis les autres, bien sûr, comme la SNEL a été mise en place, etc. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec M. Mobutu? C'est que, ayant constaté évidemment que les jeunes universitaires qui venaient de sortir des instituts supérieurs ou des universités avaient le niveau, disons, très convenable, eh ben, il était tout à fait évident que ce soit ces jeunes qui étaient injectés dans toutes ces sociétés de telle manière que la Gécamine avait connu son premier PDG congolais, la MIBA la même chose, etc. Et je peux vous assurer que les 10 premières années, eh ben, ces sociétés étaient dirigées avec brio par des personnes qui étaient très compétentes. Et comme je l'ai dit au début, là, quelque part, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Étant donné que ces sociétés étaient dirigées par des personnes qui avaient une société comme la chose de la Gécamine, eh ben, on a cherché un ingénieur congolais qui était ingénieur de mine. Donc c'est lui qui avait fait des études dans les mines. Et c'est celui-là qui a été placé à la tête des choses. On a créé une société qui s'appelait Société nationale d'électricité. Eh bien, on est allé chercher un ingénieur électricien et c'est celui-là qui était à la tête, qui était devenu directeur général de la société. Alors, il y en a un qui était directeur général de Kilomoto. Eh bien, à Kilomoto également, on a cherché une personne qui avait des compétences et des qualifications dans ce domaine, avec des conseils d'administration qui étaient également... et tout cela a cheminé pendant un certain nombre d'années. Et puis petit à petit, évidemment, les problèmes des tantines et des tantes c'est arrivé. Et puis donc les onclettes est arrivé. Et puis les cousins, le cousinage est arrivé. Et puis les neveux, et ainsi tout ça, y compris même des grands-mères et tout ça. Donc, tout ça a été mêlé de telle manière que le conseil d'administration et toutes ces choses étaient tout simplement du vrac en vrac. Et c'est ainsi qu'on a... Et la fameuse Gécamine, qui était une société qui faisait la fierté de tous les Congolais, vous avez vu, à un moment donné, toute la production de la Gécamine passait par Kinshasa afin d'être drainée vers Matadi pour être expédiée à l'extérieur. Eh bien, aujourd'hui, évidemment, les productions de la Gécamine, ça a disparu dans la nature. Ça passe par Gasumbalesa, par des camions, etc. Et la même Gécamine a tout simplement presque disparu de la circulation. Et aujourd'hui, on parle de Gécamine remplacée par au moins 500 sociétés minières au Katanga. Et la MIBA, la fière minière de Bakwanga, a tout simplement disparu de la circulation parce que celle-là, des activités ont été tout simplement arrêtées
Et alors, l'ONATRA, la SNEL est toujours là, bien sûr. On ne peut pas dire que cette société est mal gérée, mais je peux tout simplement vous dire que lorsqu'on voit les produits, c'est-à-dire les résultats, si vous voulez, de l'action de cette société sur le terrain, mais il y a beaucoup à redire. Hein, parce qu'il y a des constructions partout, il y a des nouveaux quartiers qui se créent, etc. Mais la pauvre société gère encore, si vous voulez, les câbles d'il y a 50 ans, et puis des cabines installées dans des quartiers où il n'y avait peut-être que 20 villas aujourd'hui. Et tout cela, vous savez, ça devient du méli-mélo, de telle manière que personne ne se retrouve, si vous voulez, dans tout cela. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, c'est parce que c'est un problème de leadership. Un problème de leadership à tous les niveaux. Les leaders n'est pas seulement au sommet de l'État ou au sommet de... Mais les leaders, lorsqu'on crée un service, lorsqu'on crée une division, lorsqu'on crée un département, le chef du département, c'est un leader. Parce qu'il a des collaborateurs, il a des objectifs, il a ceci, cela. Et alors, c'est une pyramide qui va, si vous voulez, du sommet vers là. Et lorsque on a de l'harmonie, si vous voulez, dans la gestion des services, et puis dans la gestion des divisions, et puis dans la gestion des départements, il est tout à fait évident que les résultats peuvent être également positifs. Alors, c'est tout simplement un ensemble donc, qui devient une société de défiance où chacun tire les choses de son côté et puis chacun regarde son intérêt, etc. Donc, encore une fois, dans ce domaine, je peux vous assurer que c'est un domaine d'ailleurs qui a posé... Parce que dans l'économie, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'économie? Dans l'économie, il y a les importations et les exportations. Quel est l'équilibre entre ce que nous exportons et ce que nous importons? Si aujourd'hui, par exemple, nous importons même du poisson qu'on appelle l'impiodi et qu'on sort là-bas, alors que nous avons des rivières et des lacs, n'est-ce pas, et même l'océan qui se trouve à quelques mètres de nous. Et si nous organisons notre propre pêche, nous pouvons avoir des poissons à gogo et tout cela. Ou nous importons du maïs, nous importons, et alors que nous avons un sol qui est tout simplement très riche de par sa nature, il suffit de prendre, je ne sais pas moi, une poignée des arachides, vous jetez quelque part dans la nature, et une semaine après, 2 semaines après, vous avez... Alors, un sol comme celui-là, il faut simplement s'organiser pour... Donc, c'est un problème de leadership. Raison pour laquelle nous insistons dans notre association sur le leadership, c'est-à-dire la responsabilité, l'engagement et l'intégrité. C'est-à-dire ce sont 3 éléments qui font que, quel que soit le domaine où vous vous trouvez, si vous appliquez, disons, ces principes de vision, d'objectifs, de travail ensemble, etc., vous arrivez au résultat. Donc, c'est un peu ça, même dans le domaine de l'économie, c'est ça qui nous manque. Mais Président, par rapport à cela, comment vous voyez la République démocratique du Congo 61 ans après l'indépendance? Est-ce que nous pouvons espérer un développement après les 61 ans qui viennent? Mais bien sûr, l'espoir, qui va vous enlever l'espoir? Parce que l'espoir, c'est vous-même qui faites l'espoir. C'est le peuple congolais lui-même qui fait l'espoir de sa propre survie et de sa propre vie. Oui. Lorsque vous arrivez à un moment donné à vous dire ce que nous faisons aujourd'hui, ça ne nous amène nulle part, stoppons ça et faisons les choses correctement, eh bien, c'est à vous maintenant de prendre conscience. Et je peux vous dire que la première chose à faire, c'est d'abord prendre conscience de la situation dans laquelle vous vivez, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et alors, à partir de ce moment-là, vous prenez également conscience de l'action que vous devez mener pour aboutir au résultat. Et c'est ainsi que nos politiciens de 60, ceux qui ont composé notre hymne national, mais ne se sont pas empêchés de nous dire ce que nous devons faire. Hein? Ils ont dit d'abord, maître congolais, mettez-vous debout. Ils n'ont pas dit
les Congolais du Sud ou du Nord, etc. Ils ont dit tout simplement, tous les Congolais, mettez-vous debout parce que nous sommes unis par le sort. Et le sort auquel nous sommes unis, c'est lequel? C'est tout simplement que nous avons un grand pays où il y a beaucoup de richesses, où il y a beaucoup de biens, etc. Eh bien, nous sommes tous unis parce que nous sommes propriétaires de ce pays-là. Alors, unissons-nous pour que nous puissions faire ce pays plus grand que hier, etc. Fred Mbouangui. Et alors, lorsque le pays devient plus grand et tout cela, eh bien, vous serez fiers un jour de les transmettre à votre prospérité. Voilà. Vous n'allez pas leur transmettre un lambeau, un tissu complètement déchiré, etc. Pas un héritage. Voilà. Nous n'allons pas épuiser toutes les questions, mais parce que nous sommes en face de celui qui a vécu l'avant, pendant et l'après-indépendance, profitons quand même. Il y a une question sur le plan de la place qu'occupe la femme après 61 ans de l'indépendance, mais aussi sur la jeunesse. Et ça sera posé par deux personnes, notamment Mme Pascaline Kabemba et John Lukusa. Merci beaucoup, chers journalistes, pour la parole. Oui, Monsieur le Président, vous avez jusque-là parlé du Congolais en général, mais pouvez-vous aussi parler de la femme et de la jeunesse au sein de la société congolaise, 61 ans après l'accession du pays à l'indépendance? Oui, merci beaucoup pour cette préoccupation. Ça a toujours été d'ailleurs aussi notre préoccupation parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et la femme se trouve au centre du développement et au centre de la civilisation. Et lorsque la femme reste derrière, il est tout à fait évident qu'il y a quelque chose qui manque. D'autant plus que celui qui a créé la femme et l'homme, ou plutôt l'homme et la femme, eh bien, il sait pourquoi il les a mis l'un en face de l'autre. C'est parce qu'ils se complètent et ils peuvent cheminer vers, disons, le chose. Alors, lorsqu'on parle un peu de l'éducation de la femme, disons qu'il y a eu un certain progrès. Parce qu'il faut dire que nos ancêtres ou dans nos villages, dans le temps, etc., les gens n'attachaient pas beaucoup d'importance à la femme. Et même pour les études, eh ben, c'était toujours les garçons faisaient tous les efforts pour envoyer les enfants à l'école, tandis que les filles étaient réservées, si vous voulez, pour le mariage, pour les choses. Mais disons, aujourd'hui, je peux vous assurer que les choses ont complètement changé, de telle manière même que lorsque vous arrivez souvent dans des écoles mixtes, eh bien, vous verrez, disons, quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans une classe, généralement, eh bien, ceux qui font le plus de points, ceux qui font les meilleurs résultats, ce sont des filles. C'est les femmes. Parce que les filles, évidemment, disons, sont beaucoup plus stables, beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus... Et lorsqu'elles rentrent à la maison, eh bien, après avoir préparé ce qu'elles préparent ou après avoir fait son maquillage, eh bien, la première chose, c'est se passer dans son livre, etc. Et elles font souvent de très bons résultats. Mais le problème, évidemment, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer avec cet effort. Et alors, beaucoup de gens, disons, sont plutôt enclins à condamner la société, de voilà la femme. Mais qu'est-ce que la femme elle-même fait pour se libérer? Qu'est-ce que la femme elle-même fait pour, disons, pour s'émanciper? Et qu'est-ce qu'elle-même fait pour monter plus haut, etc. Ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, je pense qu'il faut éduquer la femme dans le sens de prendre aussi ses responsabilités, de ne pas se complexer, de faire des efforts pour réaliser ses ambitions. Vous voulez être médecin, eh ben, c'est un objectif. Pourquoi ne pas étudier et puis se dépenser pour, disons comme tout le monde, pour arriver à votre résultat? Et pourquoi ne pas, si vous voulez devenir, mettons, sénateur, sénatrice, ou si vous voulez devenir parlementaire, eh bien, il y a tout un cheminement pour arriver à ce résultat-là. Vous devez vous investir, vous devez prendre des contacts, vous devez, et surtout, le faire avec dignité, etc., de telle manière à aboutir à... Donc, on est dans une société de compétition, on est dans une société de combat, on est dans...
il n'y a que les meilleurs, si vous voulez, qui arrivent au résultat. Alors, si vous vous investissez, vous faites des efforts pour arriver à votre objectif, mais vous ne pouvez pas arriver à être sénateur ou ceci, cela, en passant par les maquillages, les hauts talons, passer des heures devant le miroir, etc. Eh bien, regardez par exemple les pays où il y a des femmes qui dirigent. Prenez l'Allemagne avec Madame Merkel, etc. Eh bien, depuis des années, je crois que cette femme ignore même l'adresse de son coiffeur. Je ne sais même pas si elle connaît encore le nom de son coiffeur. Et je suis sûr qu'il y a même des jours où elle se réveille le matin, je ne sais pas où elle a mis le soutien-gorge et comme ça. Donc, tout simplement parce qu'elle est tellement, disons, organisée, elle est tellement ancrée dans son action. Et celles qui ont réellement dirigé les Madame Thatcher, les Clinton, etc., eh bien, ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des personnes qui se sont battues pour arriver à ce niveau-là. Et donc, c'est une société de compétition, une société de combat, une société où il n'y a que les meilleurs qui gagnent. Hein? Lorsque vous allez aux Jeux olympiques, eh bien, est-ce que vous trouvez le trophée pour la 4e place? Vous avez la première place, la deuxième, la troisième, point fini, terminé. Même si vous êtes 100 000 compétiteurs, on s'arrête à 3. Donc ça veut dire, messieurs, si vous êtes en 4e position, eh ben, on vous dit, bon, vous revenez l'année prochaine ou dans 4 ans, vous allez faire des exercices, etc. et puis revenez. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde de compétition, dans le monde d'excellence, dans le monde où il n'y a que les meilleurs qui sont récompensés. Alors si nos dames, nos jeunes filles, etc., veulent percer pour arriver au plafond, pour percer aux choses, eh ben, elles doivent s'investir, elles doivent se battre, elles doivent savoir, etc. Donc voilà un peu ma philosophie. Alors cette histoire de parité, où on parle de parité, la parité veut dire quoi? Il n'y a pas autant de femmes au Sénat, et donc tout simplement on va prendre les mamans maraîchères pour remplir les chaires, ou je ne sais pas quoi. Non, ça ne se fait pas. Avant-dernière question. Donc, voilà un peu ma philosophie. Avant-dernière question. Rémi Toumba. Merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Merci au président pour nous donner cette occasion de parler avec vous de cette journée historique de notre pays qui est l'indépendance. Monsieur le Président, quand vous avez parlé par rapport à toutes les questions qui vous ont été posées et aux réponses que vous avez données, nous comprenons qu'il y a beaucoup plus de régressions que des avancées. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons donner raison à une certaine opinion qui pense que l'indépendance plutôt de la RDC a été précipitée? Bon, précipitée, vous savez, c'est toute une thèse de doctorat, hein, ce que vous posez comme question. Vous pouvez un jour le proposer à un de vos collègues qui fait une thèse de doctorat en histoire ou je ne sais pas quoi, ou en politique. Mais toujours est-il que c'est une question pertinente. Il faut dire que le 30 juin 1960, d'une manière générale, les Congolais n'étaient pas totalement préparés à prendre les responsabilités et diriger le pays. Vous verrez que ceux qui étaient à la table ronde de Bruxelles et puis ceux qui étaient là, disons, le 30 juin, eh bien, la plupart, ce sont des personnes qui étaient des politiciens improvisés. Donc, parmi eux, personne n'avait vraiment pas une expérience parlementaire, par exemple. Ils n'avaient pas d'expérience, même pas dans la gestion des entreprises. Il n'y avait aucun qui était chef d'entreprise, etc. Donc, c'était beaucoup plus de fonctionnaires, de personnes qui étaient en fonction, comme à l'époque, les plus âgés, les plus avancés, c'était des commis principaux, des choses comme ça, en fait, des comptes, des petits fonctionnaires. Mais lorsqu'on a commencé à parler de la politique, eh ben, je me rappelle chez moi, disons, le fameux Kalonji Moulopoué,
C'était tout simplement un agent agricole, etc., et qui parlait un peu bien français, tout ça, mais ça se limitait à cela. Mais du jour au lendemain, bien sûr, il est passé du stade où il était au président d'un parti politique important, où les gens applaudissaient, les gens dansaient autour de lui, etc. Et puis, à un moment donné... donc, ça veut dire qu'en fin de compte, notre indépendance est arrivée quand même un peu tôt, de telle manière que, d'une manière générale, je crois que nos responsables de l'époque s'étaient un peu surpris. Et alors, beaucoup d'entre eux étaient d'ailleurs des petits prétentieux qui pensaient qu'ils pouvaient diriger ceci ou changer cela, etc., alors qu'ils n'avaient pas la véritable expérience. Donc, d'une manière générale. Vous savez que dans d'autres pays africains, par exemple au Sénégal, je crois que les dirigeants là-bas, certains étaient parlementaires, avaient déjà fait mèche, tandis que chez nous, ce n'était pas ça. Donc, ce qui a fait quand même qu'il y a eu beaucoup d'improvisation. Les gens, et puis même les universités, donc ceux qui avaient fait des études universitaires, à l'époque, en 60, on n'avait que l'université de Lovanium. Et puis un début peut-être de l'université du Katanga, là-bas d'Elisabethville. Mais tout le reste, c'était des instituts supérieurs ou des écoles secondaires, etc. Mais l'expérience de terrain comme dirigeant de tel ou tel secteur ou tel parti politique, ils l'ont fait bien sûr pendant 1 année, 2 ans, mais je crois que ce n'est pas assez pour... C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'improvisation et beaucoup de décisions qui ont fait qu'on avait pris de mauvais départs à gauche, à droite, et on s'est retrouvé évidemment sur des orbites qui, à un moment donné, on ne savait plus faire marche arrière. Mais ça n'explique pas qu'en cours de route, on ne pouvait pas arriver évidemment à corriger le mauvais départ qu'on avait eu. Donc il y a un peu quelque chose de vrai là-dedans. Nous avons pratiquement épuisé toutes les questions. Nous sommes arrivés à la fin de ce grand plateau spécial 30 juin où nous avons parlé des enjeux et perspectives. C'était pour le plaisir de tous nos téléspectateurs. Merci, Président, de nous honorer et de parler de cette histoire de l'indépendance avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous remercions aussi les amis d'Adam, les amis de l'association d'Alexis Moutanda. Merci beaucoup d'être avec nous. Fred Mwangi, merci. Merci Jean-Luc. Les vrais leaders, merci beaucoup. C'était le président Alexis Moutanda. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vous qui avez suivi ce programme, restez branchés sur Canal Numérique Télévision et aussi sur d'autres réseaux parce que nous allons vous parler toujours de l'indépendance comme d'habitude. Ils étaient à la prise des vues, à la réalisation. Toute l'équipe technique, nous vous disons merci. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro de plateau spécial 30 juin, peut-être l'année prochaine. Bye bye. Leadership, engagement, responsabilité, intégrité. Mokoloto, mona, asengeli, atosa, otobenga ba, anti-valeur. Merci honorable Alexis Moutanda.